Voilà, donc on va reprendre. Donc après ce résultat négatif qui disait donc une solution de cette équation de Heisenberg se casser en petites bulles, on a réussi avec Shamseddine et Mukhanov à raffiner l'équation en utilisant le J, en utilisant la KO théorie, mais comme K-théorie si vous voulez, c'est-à-dire de ce côté-là. Alors en fait, les relations sont plus raffinées. Au lieu d'avoir y carré égale 1, on a y puissance 4 égale 1. Au lieu que y soit auto-adjoint, il est unitaire. Donc la relation, c'est y puissance 4 égale 1, y étoile, y est égal à 1. Alors évidemment, hein, ces deux relations, elles impliquent que y étoile, y est égal à y étoile. C'est un petit exercice de 3 lignes. Et la commutation avec J, ça donne qu'en fait, y carré, ça va être une espèce de constante du mouvement, ça va commuter avec D. Mais y carré anticommute avec J. C'est-à-dire que J va faire passer de l'endroit où y carré vaut 1 à l'endroit où y carré vaut moins 1. Donc on prend en compte la structure réelle. Ça effectue la transition K donne KO qu'on avait mentionné. Alors on remplace l'équation qui était que Y était égal à YA gamma A en rajoutant un indice dans la sommation. Et cet indice, c'est un kappa qui vaut plus ou moins 1. Comme on a Y4 égale 1, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des gammas dont le carré vaut 1 et il y aura des gammas dont le carré vaut moins 1. Donc c'est ça la formule. Donc la formule pour Y, c'est encore un Feynman slash, c'est encore un slash, mais avec cette nuance, donc maintenant Y4 est égal à 1. Et la compatibilité avec J, donc comme je le disais, c'est l'anticommutation. Et le fait, bien sûr, ça c'est la relation d'ordre 0, c'est la relation de Tomita, le fait que Y commute avec JY, J inverse. Donc on a ces deux relations. Alors on va voir à quoi ça ressemble. En fait, ce qui va se passer, donc, comme je le disais, c'est que Y carré va jouer un rôle central, ça va être un élément du centre, sauf pour la commutation avec J. Et donc, en fait, le spectre de Y carré il va décomposer l'espace de Hilbert en deux, H de plus et H de moins. Le Y va se décomposer en Y plus et Y moins. Le carré de Y plus, ce sera 1. Le carré de Y moins, ce sera moins 1, ce qui correspond au fait que la puissance quatrième de Y vaut 1. Et la relation de conjugaison qui correspond au fait que Y est auto-adjoint, ça sera que Y plus est auto-adjoint, dont le carré vaut 1, et Y moins est anti-auto-adjoint, dont le carré vaut moins 1. Alors, la relation, bien sûr, que j'avais écrite tout à l'heure, elle signifie que Y plus ou moins se casse avec les matrices gamma A plus ou moins. On a une algèbre de Clifford engendrée par ces matrices. Et les gamma A kappa, elles vérifient dans l'espace H de plus ou H de moins les relations de commutation des matrices de Clifford, forme une représentation des relations de commutation de matrices de Clifford. C'est-à-dire qu'elle vérifie que si kappa vaut 1, c'est les mêmes relations qu'avant. Si kappa vaut moins 1, on a un signe moins qui s'introduit comme d'habitude. C'est-à-dire que le carré d'une matrice de Clifford qui est anti-auto-adjointe, ça vaut moins 1. Au lieu de valoir 1, et son adjoint vaut l'opposé. D'accord. Donc, en fait, l'algèbre C plus ou moins, c'est l'algèbre engendrée sur R par les gamma A kappa. Dans H+, comme on a, si vous voulez, la relation Y, J inverse qui vaut 0, si on regarde la partie de l'espace qui est H+, on a l'action de l'algèbre de Clifford C+ d'un côté et l'action du transformé par J de l'algèbre C- de l'autre côté, et ces deux algèbres commutent. Vous pouvez y penser d'abord comme des algèbres de matrice. Voilà. Donc c'est plus subtil que quand on avait engendré les fonctions sur la sphère par les matrices de 2 et Y carré égale 1. Ici, on a quelque chose de plus subtil. On a Y4 égale 1. On a Y4 égale 1. Et on va voir quelles sont les algèbres de Clifford qu'on doit prendre. On n'a pas le choix. Ça va correspondre aux relations qui sont données par les gamma kappa ici. Voilà. Donc, la relation, ce que j'appelle la KO équation de Heisenberg, maintenant, ça va être la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire 1 sur factoriel n, z, décommutateur z à la puissance n est égal à gamma. Mais que vaut z? Bien, z, je vous rappelle qu'il y a une correspondance, si vous voulez, entre projecteur et élément de carré 1, qui est y égale 2e moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire un projecteur qui correspond à Y+, un projecteur qui correspond à Y-, et on fait leur produit, mais dans A tans J A J. Donc dans le produit de A par l'algèbre opposée, si vous voulez, qui agit dans l'espace de Hilbert.
Donc, et ça, on sait que c'est important. On sait que le rôle, par exemple, du J dans Tomita, c'est pour obtenir un élément de catégorie bivariante, de K-homologie pour le produit tensoriel, qui va jouer un rôle par contraction quand on fait la dualité de points carrés. Donc ici, c'est beaucoup plus subtil. Ce qu'on a, c'est que le projecteur qui est regardé ici, c'est E, c'est pas E, c'est E fois J, E, J inverse. Et E, c'est le projecteur spectral non trivial, le seul qu'on puisse construire. C'est-à-dire, on prend le projecteur non trivial de Y+, c'est 1 demi de 1 plus Y+, puisque Y+ au carré vaut 1, et on prend le projecteur spectral non trivial de Y-, mais comme Y- est anti-auto-adjoint et son carré vaut -1, on met un I devant et tout devient normal. Tout devient comme ça. Donc ça, voilà, on n'a pas tellement le choix finalement pour prendre ce E. Et donc, bien sûr, alors comme je le disais, le Y carré, il commute avec l'algèbre de Clifford par construction, et il commute avec D. Donc ça correspond vraiment à la décomposition de H en somme de deux espaces, mais cette décomposition, elle n'est pas complètement commutant avec tout, puisque l'opérateur J va échanger les deux. Donc c'est la seule distinction qu'il y a. Bon. Alors bien sûr, comment on a deviné que l'opérateur J devait échanger les deux? On l'a deviné à partir de ce qu'on avait calculé avec Ali Shamseddine quand on avait fait la classification pour les représentations irréductibles des relations de Tomita, des relations avec J, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'on met. Voilà. C'est ce qu'on met. C'est ce qu'on met. La relation de Heisenberg degré plus élevé, c'est celle-là. Alors comme on va voir, cette relation, elle va encore impliquer la quantification du volume. Elle va encore impliquer ça. Mais maintenant, on va regarder ce qui se passe en dimension 4. Et pour regarder ce qui se passe en dimension 4, il faut qu'on regarde en dimension 4, on va avoir 5 matrices gamma. Donc il faut que je regarde quelle va être l'algèbre de Clifford, Cliff avec 5 plus. Bon, ça correspond à ce qui se passe dans H+. Et l'algèbre de Clifford avec 5 moins. Ça, c'est ce qui se passe dans H-. Donc ça se passe dans H2-. Et ça, c'est ce qui se passe dans H2+. Et bien sûr, les fonctions que je vais avoir, elles sont à valeur dans la somme des deux. C'est-à-dire que si j'appelle ça va être, disons, c'est pas vraiment, je vais prendre une représentation irréductible de ça et une représentation irréductible de ça, et après, je me place dans la somme des deux. Alors, les algèbres de Clifford, elles sont classifiées, et ça, c'est un peu, si vous voulez, la table qui est duale de celle que j'avais présentée lorsque je parlais de la K-homologie. Ça, c'est une table qui parle pour la K-théorie. Donc, les algèbres de Clifford, ça, c'est l'algèbre de Clifford qui correspond à P plus et Q moins. Donc, qui correspond à la forme quadratique où on a mis P fois le signe plus et Q fois le signe moins. Alors, typiquement, si on revient à tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'avais que M2 de C? Je vous rappelle que j'avais dit que M2 de C, c'était l'algèbre de... elle était reliée à l'algèbre de Clifford avec 3 plus. C'était bien ça, hein? Oui, c'est bien avec 3 plus. Alors, 3 plus, ça signifie que P est égal à 3 et Q est égal à 0. Bon, P égale 3, Q égale 0, ça veut dire que P moins Q vaut 3 modulo 8. Et on voit bien que l'algèbre de Clifford correspondant, c'est M, c'est des matrices sur C. Et comme N ici, c'est P plus Q, ça vaut 3, vous voyez que N-1 sur 2, ça vaut 1, donc c'est les matrices de 2, c'est M2 de C. Donc on réobtient bien le fait qu'on avait les matrices de 2 dans le cas de tout à l'heure. D'accord? Bon, alors là, on est dans un cas nettement plus compliqué. Ce cas-là, il correspond à P égale 5, et Q égale 0. Et ce cas-là, il correspond à P égale 0, Q égale 5. Et je vous rappelle qu'on prend des représentations irréductibles. On n'a pas besoin de répéter la représentation. Hein. On a simplement besoin d'une représentation irréductible. Si on regarde P égale 5, Q égale 0, on tape ici, 5. Le fait que Q égale 0, ça veut dire que N est égal à 5, puisque N c'est P plus Q. 5 moins 3, ça vaut 2. 2 sur 2, ça vaut 1, pardon. 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a M2 de H plus M2 de H. Comme on prend une représentation irréductible, en fait, on tape avec M2 de H. Donc ça va nous donner, dans H+, ça va nous donner M2 de H. Bon, maintenant, on regarde Cliff de moins, 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 moins. Alors, Cliff de moins, 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 on a P égale 0, Q égale 5, P moins Q modulo 8, ça vaut 3. OK? Ça vaut 3. Donc, le fait que ça vaut 3, ça nous dit que ça va faire les matrices, hein, ici.
Mais maintenant, c'est n-1 sur 2. N vaut 5. 5 moins 1, ça vaut 4. 4 sur 2, ça vaut 2. Oui, 2 puissance 2, ça vaut 4. Et donc, on a bien M4 de C. Donc, cette algèbre-là, elle vaut M4 de C. Et ça veut dire qu'on doit regarder des fonctions à valeur dans M2 de H plus M4 de C. Donc, le Y qui vaut Y plus Y moins, c'est une fonction, c'est infini sur la variété, à valeur dans C plus C moins, c'est-à-dire dans M2 de H plus M4 de C. Ça, c'est exactement l'algèbre du modèle standard. C'est exactement l'algèbre qu'on avait obtenue pour le modèle standard, à la main, mise à la main, complètement à la main, parce qu'on l'avait deviné à partir de l'expérience, à partir de ce qui allait marcher, à partir de etc., etc. Mais on n'avait absolument aucune déduction de cette algèbre. La seule déduction qu'on avait, c'était que ça marchait. Bon, ben, on avait deviné que ça devait être ça. D'accord ? Et ce qui nous embêtait terriblement, c'était le fait que les dimensions sur R des deux algèbres n'étaient pas les mêmes. Alors, pourquoi est-ce que c'est des algèbres sur R ? C'est des algèbres sur R parce que quand j'écris l'équation avec y puissance 4 égale 1, ici, là, tous les YK, plus ou moins, ce sont des réels. Ce sont des fonctions à valeur réelle parce que ce sont des éléments auto-adjoints. Tous ces éléments-là sont auto-adjoints, donc c'est des fonctions à valeur réelle. Donc tout se passe sur R. Okay ? Donc c'est pas indécent de prendre l'algèbre engendrée sur R. C'est la chose naturelle à faire. Donc voilà où on en est. Donc on a effectivement les constituants algébriques de notre approche. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut savoir qu'on peut obtenir n'importe quelle variété qui a un volume qui est quantifié. Alors, il y a un lemme très difficile, très pénible à démontrer, qu'on a démontré avec Ali, qui dit que si je regarde l'équation de Heisenberg, KO équation de Heisenberg, et si je prends la partie dans l'espace H+, pour simplifier, eh bien, elle se calcule en fait comme une somme de ce qui se passe pour Y+, donc Y+, c'est ce qui se passe dans H+, et l'autre, c'est le transformé. Je vous rappelle qu'on avait mis le projecteur aussi de l'autre côté par J. Donc ici, ce qu'on fait, c'est on a un Y', ce que j'appelle Y'-. Alors, comme on met un facteur I, ça va avoir les mêmes propriétés d'auto-adjonction, etc., que le Y+, en fait, ça a exactement les mêmes propriétés, ça commute avec l'autre. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait une somme des deux fois les mêmes termes. Alors, quelle est la raison profonde de ça ? La raison profonde, c'est que comment est-ce qu'un caractère de Chern d'un produit tensoriel peut être une somme ? Eh bien, il peut être une somme pour la raison suivante, c'est que supposez que vous ayez un caractère de Chern qui s'écrit 1 plus U et un autre qui s'écrit 1 plus V. Quand vous faites le produit tensoriel, vous avez 1 plus U fois 1 plus V. Mais si vous regardez la composante du bon degré, c'est U plus V. Parce que 1 plus U fois 1 plus V, ça va vous donner un terme en U plus V, et ça va correspondre exactement à ce qui se passe ici. Donc c'est un lemme qui prend beaucoup de temps à démontrer, ce lemme-là, mais bon, on l'a fait avec Ali, et ça utilise bien sûr la condition que Y2 est constant, c'est-à-dire qu'il commute avec l'opérateur B. Alors, maintenant, si vous voulez, on est dans une... Comment ? C'est du calcul. C'est du calcul. Bon, il faut faire attention avec comment l'espérance à gauche va commuter avec l'espérance à droite. Enfin, il y a tout un tas de petits lemmes à démontrer. Je ne vais pas le faire parce que c'est le type de choses qu'il faut être tranquille pour le vérifier. Donc, en fait, ce qui se produit maintenant, c'est très simple. C'est que l'équation qui avant nous donnait le jacobien comme étant la forme volume, bien maintenant, elle va se casser en deux. C'est-à-dire que maintenant, on a deux applications vers la sphère. Pourquoi ? Parce qu'on a l'application Y+ qui va vers la sphère S4 et on a l'application Y- qui va vers la sphère S4. Donc on a deux applications vers la sphère. Et maintenant, au lieu d'avoir que simplement le pullback de la forme volume est donné par le pullback de la forme volume de la sphère est donné par la forme volume de la variété, ce qu'on a simplement, c'est que la forme volume de la variété peut s'écrire comme somme de deux pullbacks de forme volume de la sphère par deux applications Y+ et Y-. Bon. Alors, bien sûr, ça n'implique pas que l'une application ou l'autre application a un jacobien qui s'annule nulle part, bien sûr. Donc on a l'impression qu'on a plus de liberté. Ça pose un problème qu'on va voir tout de suite. Quel est ce problème ? C'est un problème de géométrie, qui est un très beau problème de géométrie. Et ce problème est le suivant. Donc on en déduit de ça, alors je vous expliquerai pourquoi le volume est toujours quantifié, ça je le ferai plus tard, mais ça résulte de ce qu'on avait fait avant, ce n'est pas très, très difficile à démontrer. Mais maintenant, ce que ça démontre surtout, c'est qu'on a une solution de l'équation si et seulement si
le volume de la variété appartient à un invariant de la variété que je vais définir et qui est défini purement en termes de géométrie différentielle. Alors, je vais expliquer pourquoi. Quel est cet invariant? C'est ce qu'on appelle l'invariant QM, Q pour quantique. Il est inclus dans Z. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On prend la variété M, c'est une variété de dimension 4, là je mets n en général, on peut la définir en dimension n quelconque. Donc, on regarde l'ensemble des couples d'applications lisses de M vers la sphère, telle que la forme différentielle qui est le pullback de la forme volume de la sphère par phi plus le pullback par phi moins, donc je regarde des couples d'applications, ne s'annule nulle part. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez une forme différentielle qui ne s'annule nulle part, évidemment la variété est orientée, la forme différentielle, elle est soit positive, soit négative, mettons qu'elle soit positive, il y a un très beau résultat de Jürgen Moser qui date de 1965, qui est important pour la gravitation, je pense. Et que dit ce résultat? Ce résultat dit que pour une variété orientée, compacte, deux formes qui ont le même volume sont équivalentes par un difféomorphisme. Donc, ce que dit le résultat de Moser, c'est que les difféomorphismes agissent transitivement sur les formes qui ont le même volume, sur une variété. Donc, c'est un résultat... Bon, c'est pas impossible à imaginer quand on connaît un résultat précédent qui est dû à von Neumann, et puis après un résultat de Ulam qui avait généralisé le résultat de von Neumann. Mais bon, c'est un très beau résultat. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on cherche à obtenir dans notre équation, comment est-ce qu'on démontre le théorème, si vous voulez, on cherche à obtenir la forme-volume de la variété riemannienne sous cette forme-là, sous la forme qui est ici. Mais vous voyez que je peux toujours composer avec un difféomorphisme ici. Et grâce au théorème de Moser, si je sais que le volume de cette forme différentielle est le bon, je peux composer par un difféomorphisme, et à ce moment-là, j'obtiendrai la forme-volume de la variété riemannienne. Donc, je n'ai pas de problème de me préoccuper de la forme-volume de la variété riemannienne, j'ai seulement un problème de volume total. Alors, il n'empêche, ce qui n'est pas évident du tout, c'est qu'il faut avoir un couple d'applications différentielles lisses, tel que cette forme différentielle qui est là ne s'annule nulle part. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Alors, c'est facile de voir que c'est toujours possible en dimension 2 et en dimension 3. Bon. Je vais expliquer pourquoi. Que c'est toujours possible pour une variété de dimension 2 ou dimension 3, c'est toujours possible de trouver deux applications vers la sphère telles que la somme des pullbacks ne s'annule pas. Bon, pourquoi c'est vrai en dimension 2? C'est à peu près évident. Une variété compacte de dimension 2 orientée, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Bon, il y a une chose qui est merveilleuse en dimension 2, c'est la géométrie complexe. Et que dit la géométrie complexe? La géométrie complexe nous dit une chose qui est absolument étonnante. Donc, si j'appelle M ma variété, que dit la géométrie complexe? Eh bien, elle dit que normalement, si on n'était pas précautionneux, on dirait que si je cherche une application vers la sphère et si je cherche les endroits où son jacobien va s'annuler, le fait que le jacobien s'annule, c'est une équation. Donc normalement, je devrais obtenir une sous-variété de codimension 1. Normalement, quand j'ai une équation, l'endroit où cette équation s'annule, ça définit une sous-variété de codimension 1. La merveille de l'analyse complexe, c'est que ça n'est pas le cas. On obtient une sous-variété de codimension 2 lorsqu'on regarde une application holomorphe. Et la raison, bien sûr, c'est que si on regarde l'application, par exemple, Z donne Z puissance n, eh bien, elle n'a son jacobien n'est nul qu'en un point. Donc, lorsqu'on regarde une application holomorphe, le fait que son jacobien est nul, c'est deux équations, ce n'est pas une équation, ça donne deux équations et ça donne une sous-variété de codimension 2. Donc, on sait bien sûr que chaque surface de Riemann est un revêtement ramifié de la sphère, et ce revêtement, il est ramifié dans un certain nombre de points, donc P1, P2, P3 par exemple. Bon, il est ramifié en un certain nombre de points,
Et maintenant, comment est-ce qu'on va obtenir l'autre application? Donc ça va me donner une application phi plus qui va vers la sphère et qui est mauvaise seulement dans les points PE, P1, P2, P3. Sinon, son jacobien est positif puisqu'elle est holomorphe. Bon. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je bouge un petit peu les points P1, P2, P3 par un difféomorphisme. Je compose avec ce difféomorphisme et j'obtiens une autre application qui a aussi un jacobien positif, qui a aussi une, et qui maintenant est dégénérée en un point Q1, Q2 et Q3 qui sont distincts de P1, P2, P3. Si je regarde la somme des pullbacks de la forme volume sur la sphère pour ces deux applications, j'obtiens quelque chose qui s'annule nulle part. Donc ça c'est clair, c'est très facile en dimension 2. C'est très facile en dimension 2. Pourquoi est-ce que ça continue? Alors, donc, comme je le disais, ce qui est remarquable, c'est que ça ramifie seulement en codimension 2. Et ça, c'est un phénomène général. Ce n'est pas seulement dans le cas d'une variété de dimension 2, c'est un phénomène général. En général, ça ramifie en codimension 2. Alors, pourquoi est-ce que ça marche en dimension 3? Pourquoi ça marche en dimension 3? En dimension 3, en gros, ce qui se passe, c'est que cette fois, on va avoir une variété de dimension 3 et la ramification, elle va être sur un nœud. L'application vers la sphère, elle va être sur un nœud qui est de codimension 2. Et maintenant, par la théorie de Baire, étant donné un nœud dans une variété de dimension 3, on peut trouver un difféomorphisme tel que sont transformés par le difféomorphisme ne le rencontrent pas. En fait, pour démontrer ça, ça paraîtrait extrêmement difficile. En fait, c'est très très simple, parce qu'il suffit de démontrer que pour un G delta dense de difféomorphisme, c'est le cas. Et ça se fait localement, et localement, on voit bien que c'est vrai. Donc, on a cette propriété. Donc, dans ces dimensions-là, 2 et 3, ça n'est pas difficile de démontrer que pour toute variété, on a bien un couple d'applications qui vérifie que la somme de couple d'applications vers la sphère, telle que la somme des pullbacks, ne s'annule pas, soit une forme volume. Alors maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile dans le cas n égale 4. Et la raison, c'est que codimension 2 plus codimension 2, quand n est égal à 4, ça coince. C'est-à-dire que codimension 2, ça fait une surface, et même si on la bouge par un difféomorphisme, la faire non intersectée avec elle-même, ce n'est pas possible en général. C'est pas possible en général. En fait, le résultat n'est pas vrai en général, comme on le verra plus tard. Il n'est pas vrai pour P2 de C. Il n'est pas vrai pour P2 de C, on le verra plus tard. Mais donc on a cherché, j'avais écrit au géomètre que je connaissais, j'avais écrit au géomètre de Lyon et j'avais écrit aussi à Donaldson, etc. On a cherché pendant un bon moment. Puis finalement, on a eu l'idée que la condition d'être une variété spinorielle devrait suffire. Or, c'est exactement la condition qu'il faut pour la physique. Puisque pour la physique, on n'a que des variétés spinorielles. Donc on va voir que ça marche pour les variétés spinorielles, mais on va voir que c'est drôlement... drôlement vissé. Alors en fait, comment est-ce que... C'est important quand même de savoir comment est-ce qu'on débute. Alors comment est-ce qu'on débute? Ça, c'est une vieille idée, c'est une très très belle idée qui est due à Alexander, qui date des années 1920, et qui consiste à, pour construire justement, pour une variété quelconque, orientée, compacte, disons, pour construire un revêtement ramifié de la sphère. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Donc comment est-ce qu'on fait? On procède de la manière suivante, disons en PL, donc dans la catégorie PL, et puis après on peut passer au C infini. Alors, comment est-ce qu'on fait dans le PL? Dans le PL, on fait une triangulation de la variété, et en prenant une subdivision barycentrique de la triangulation, on fait une triangulation quelconque, il n'y a pas de problème. On peut après faire une subdivision barycentrique de la triangulation, de telle sorte que les sommets de la subdivision barycentrique soient automatiquement indexés de 0 à n. Ça se fait comme ça parce que quand on prend une subdivision barycentrique, chaque sommet va être contenu dans une cellule de la plus petite possible le contenant et on indexe comme ça les sommets entre 1 et n. Quand on fait ça, il y a des cellules qui sont automatiquement colorées en bleu ou en blanc selon que l'orientation de la variété coïncide avec l'ordre qui est donné par 0n ou l'opposé de cet ordre-là. Et on obtient un échiquier.
c'est-à-dire qu'on obtient que la triangulation elle est tantôt colorée d'une couleur, tantôt colorée de l'autre. Bon. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme les sommets sont précisément indexés de 0 à n, ça nous donne une application canonique vers le simplex de la même dimension. Et comme le collage de deux simplexes de dimension n selon leur bord donne une sphère, on obtient canoniquement une application PL vers la sphère. Ça a été fait par Alexander, donc dans les années 20. Et ce qui est remarquable dans cette construction, c'est qu'on n'a pas de singularité quand on traverse une face. On n'a de singularité que sur les sommets. Et ici, c'est-à-dire en général, on n'a pas de singularité en codimension 1, on a de singularité qu'en codimension 2. Donc il a vraiment compris géométriquement quelle était la construction du revêtement ramifié. Alors, ce que ça montre, c'est que pour obtenir un revêtement ramifié de haut degré, c'est facile, il suffit de faire une triangulation de la variété avec énormément de petits triangles. Et ça va nous servir. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir n'importe quel volume suffisamment grand, n'importe quel volume entier. Alors, maintenant, dans le cas de la dimension 4, donc, cette construction d'Alexander a été graduellement améliorée. Et il y a un article de Iori et Pierre Gallini, j'avais correspondu avec Pierre Gallini aussi, donc qui présente les variétés dimension 4 comme des revêtements ramifiés de la sphère. Et la ramification a lieu sur des surfaces, donc en codimension 2. Et d'autre part, ce que démontrent Pierre Gallini et Iori, c'est qu'en fait, on peut le faire avec 5, avec le degré 5. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un revêtement de la sphère où il y aura un degré 5. Mais bien sûr, si on arrive avec 5, on arrive avec n'importe quel degré plus grand. Je veux dire, c'était le but de l'image que je vous montrais ici. Donc le nombre adéquat, c'est 5. On sait qu'on ne peut pas faire moins que 4. Il y a des contre-exemples avec 4. Donc j'avais un peu aussi discuté avec Denis Sullivan. Mais donc, sans doute 4 est possible. Mais bon, peu importe, de toute façon, on peut le faire avec 5. Alors on est loin du compte. On est loin du compte parce que ça nous donne un premier revêtement, mais ce revêtement, il est ramifié sur des surfaces, et on sait bien que la surface, on ne va pas pouvoir la transporter dans la variété de telle sorte qu'elle ne s'intersecte pas avec elle-même. Bon, donc on ne va pas pouvoir, ne serait-ce que par la forme d'intersection, etc. Donc on est coincé avec cette méthode qui consistait à prendre une première application et à prendre la deuxième, qui soit simplement composée avec un difféomorphisme. C'est une idée trop simple. Alors il y a une idée beaucoup plus subtile, et ça, elle m'a été quand même soufflée par Donaldson. Et cette idée, c'est la suivante. Bon, pas exactement sous la forme que je donne, mais cette idée, c'est la suivante. C'est qu'on ne va pas chercher à trouver la deuxième application comme étant un revêtement ramifié. C'est une mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chercher comme une rustine. Et je vais expliquer comment. Qu'est-ce que j'entends par une rustine? J'entends qu'on va trouver une application phi'. Vous voyez, la première application, elle a son jacobien qui est positif partout. Bon. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre une petite rustine là où le jacobien est nul. Bon. Mais supposez que vous fassiez ça, que vous ayez mis cette petite rustine là où le jacobien est nul, mais après vous êtes embêté parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait, l'autre application, en dehors de l'endroit où elle corrigeait. Vous ne savez pas ce qu'elle fait, et ça, c'est très embêtant. Bon. Et alors, pour contrôler ce qu'elle va faire, parce qu'en fait, je vais la prendre de degré 0, donc son jacobien va être négatif quelque part. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre non pas à valeur dans la sphère, mais à valeur dans Rn. Et si je la prends en valeur dans Rn, je peux la multiplier par un scalaire, de telle sorte que la petite perturbation qu'elle va donner en étant négative, je puisse la rendre aussi petite que je veux. La seule chose qui va compter, c'est que ça soit une vraie rustine, c'est-à-dire que son jacobien, cette application phi', son jacobien ne s'annule pas à l'endroit où celle-là était ramifiée. Donc ce que je veux, c'est une immersion d'un voisinage de l'endroit où la première application était ramifiée. Je veux une immersion de ce voisinage dans R4, ici en l'occurrence. Bon. Alors si j'ai cette immersion dans R4, et elle va avoir, bien sûr, comme elle est dans R4, elle va avoir un degré nul, donc elle aura un jacobien négatif quelque part. Mais son jacobien, si je la multiplie par un scalaire, il va rester positif là où je veux, et puis il va devenir de plus en plus petit ailleurs. Et comme le jacobien de la première application, il est borné inférieurement en dehors d'un voisinage de là où elle est ramifiée,
je suis tranquille. En les rajoutant, je vais obtenir ce qu'il faut. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. Alors maintenant, pour construire cette immersion, on va utiliser un merveilleux résultat de Valentin Poenarou, qui est que donc le résultat de Poenarou, c'est le suivant. On va utiliser deux choses. Hein. Donc le résultat de Poenarou, c'est le suivant, c'est que si vous prenez une variété ouverte de dimension n, qui est parallélisable, eh bien, il existe une immersion de cette variété dans Rn. C'est un résultat qui est absolument époustouflant, qui résulte de la théorie de Smale, de toute la théorie de l'immersion. Donc c'est un résultat très très difficile, mais il ne marche que pour les variétés ouvertes, parce que le cercle, il est parallélisable, vous ne pouvez pas l'immerger dans R. D'accord ? Donc il faut que la variété soit ouverte. Alors, quelle est la stratégie qu'on va utiliser donc ? La stratégie qu'on va utiliser, c'est qu'on va prendre un voisinage des endroits où ça ramifie. Donc il y a des surfaces où ça ramifie. Hein, dans la variété, on a des surfaces où ça ramifie. On va prendre un petit voisinage V de l'endroit où ça ramifie. Et on veut appliquer le théorème de Poenarou sur ce petit voisinage V. Si on applique le théorème de Poenarou sur ce petit voisinage V, on va construire une immersion de ce voisinage dans R4. Alors évidemment, cette immersion, elle se prolonge en une application C infini à valeur dans R4 en prolongeant les coordonnées. Mais bien sûr, ce n'est plus une immersion ailleurs, mais peu importe. On obtient une application phi', qui n'est plus une immersion en dehors de V, mais on s'en fiche. Donc on obtient une application phi' qui a les bonnes propriétés. D'accord ? Simplement par prolongement. Prolongement des coordonnées, on sait que si on a une fonction qui est définie sur un ouvert, on peut la prolonger, c'est infini. Donc c'est ça qu'on veut. On veut construire une immersion, on veut appliquer le théorème de Poenarou. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut quand même savoir que le voisinage, il est parallélisable. Et c'est là qu'on va utiliser l'hypothèse que notre variété est spinorielle. D'accord ? Pour démontrer que le voisinage V est parallélisable, c'est une variété ouverte, on va utiliser le fait que la variété est spinorielle. Comment est-ce qu'on l'utilise ? Eh bien, le fait que la variété est spinorielle, ça veut dire que son fibré tangent se relève au groupe spin 4. Le groupe spin 4, c'est SU2 croix SU2. Son homotopie, elle commence en dimension 3. Donc, quand on regarde l'espace classifiant de BSU2, de B spin 4, si vous voulez, son homotopie, par la longue suite exacte d'homotopie, puisque vous avez une fibration qui va de spin 4 vers un espace contractile et puis B spin 4, son homotopie, elle va commencer en degré 4, en fait. Or, le voisinage V en question, il est homotope à la surface où ça ramifié. Donc, il n'a pas d'homotopie en degré plus grand que 2, donc ça marche. Donc, ça veut dire que ce voisinage, son fibré tangent est trivial, et donc il est parallélisable, et donc on peut appliquer le résultat de Poenarou. Alors, vous pourriez dire, bon, peut-être que tu n'as pas fait la meilleure démonstration et tout ça. Ce n'est pas vrai, parce que Sikorav et Sevenek, donc pendant un certain temps, il ne s'était rien passé, puis à un moment donné, tout s'est débloqué. Et Jean-Claude Sikorav et Bruno Sevenek, ils ont trouvé une obstruction qui montre que ça ne marche pas pour CP2. CP2, l'espace projectif CP2, n'est pas spinoriel. Mais dans l'espace projectif CP2, vous ne pouvez pas trouver deux applications qui vont vers la sphère S4, telles que la somme des pullbacks des formes volume soit non nulle. Ce n'est pas possible. Et comment vous démontrez ça ? La démonstration est très simple. Supposez que vous ayez deux applications vers la sphère S4 qui vérifient cette condition. Eh bien, chacune des applications, elle vous donne un ouvert où le fibré est stablement parallélisable, le fibré tangent, puisque le fibré devient le pullback du fibré de la sphère, du fibré tangent de la sphère. Donc en fait, vous avez un recouvrement par deux ouverts où le fibré, dans chacun desquels le fibré est trivial. De là, on a déduit que le carré de la classe de Stiefel-Whitney W2 est nul. C'est simplement par le fait qu'on a un recouvrement avec deux ouverts qui vérifient cette propriété. Donc on a déduit que W2 carré est égal à 0. Pour l'espace projectif, W2 carré n'est pas nul. Et moi, j'avais essayé au départ de montrer que ça marchait pour l'espace projectif et je m'étais heurté à la difficulté suivante. Ce n'est pas difficile de trouver que l'espace projectif CP2, c'est un revêtement ramifié de la sphère S4 en prenant le quotient par Z dot Z bar de l'espace CP2. Mais à ce moment-là, il ramifie sur RP2, sur l'espace projectif sur R, dimension 2.
Or, cette variété, elle n'est pas orientable. Et c'est ça qui fout tout en l'air. Ce qui fout tout en l'air, c'est que là où ça ramifie, ce n'est pas orientable. Voilà. Donc c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai pour les variétés spinorielles. Et c'est vrai pour les variétés spinorielles précisément parce que la condition de Hefliger pour être une variété spinorielle, c'est W2 égale 0. Donc tout marche bien. D'accord. Alors là, ça c'était vraiment miraculeux quand on a vu ça. Parce qu'on s'est dit, ah, donc qu'est-ce que ça signifie, si vous voulez? Ça signifie qu'en fait, on est dans une situation idéale, c'est-à-dire qu'on a le théorème suivant, que si on prend une variété riemannienne spinorielle orientée, compacte de dimension 4, alors les volumes possibles contiennent tous les entiers m plus grand ou égal à 5. Donc ça veut dire, en gros, quelle est l'image mentale qu'il faut avoir? C'est que la variété de dimension 4 est déployée à partir du produit de deux petites sphères de taille de Planck, mais qu'elle a elle-même une taille qui peut être absolument considérable. C'est un entier fois la taille de Planck, mais cet entier peut être absolument considérable. Et bon, on peut après imaginer toutes sortes de scénarios sur la manière dont cet entier peut être grand. Et en particulier, il y a une chose qui est tout à fait tentante, c'est que vous savez que la sphère a des endomorphismes de degré arbitraire. Et si vous composez avec des endomorphismes de la sphère, vous allez avoir ce qu'on appelle le e-folding, c'est-à-dire que ça va multiplier le volume par un entier. D'accord? Au lieu de... et ça, c'est quelque chose de très, très, très naturel. Voilà. Donc, alors maintenant, grâce à cette chose-là, si vous voulez, ce qui se produit, donc, bien sûr, maintenant que le volume est quantifié, c'est que l'action spectrale est maintenant quantifiée, donc on n'a plus le terme cosmologique qui apparaît, etc., etc. Et alors maintenant, je ne veux pas dire qu'on y est arrivé, bien loin de là, mais j'ai eu par concours de circonstances à lire un article récemment d'un physicien qui était dans le courrier du CERN. Et je vais vous montrer ce qu'Einstein écrivait comme but quand Einstein essayait d'unifier la gravitation avec les autres forces. Ce n'est pas, je veux dire, je l'ai piqué dans cet article parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié. Et il faudrait qu'on réfléchisse, on n'y est pas. Mais je pense quand même qu'il y a un pas énorme qui a été franchi au sens où précisément ce problème géométrique, qui était purement un problème géométrique au départ, qui était celui d'écrire l'algèbre de manière simple, etc., redonne l'algèbre du modèle standard. On n'y est pas, pourquoi? Parce que pour le moment, je n'ai parlé que de l'opérateur de Dirac. Je n'ai pas parlé des fluctuations internes et de ce qui se passe, etc., de la gradation à l'intérieur de la petite algèbre, tout ça, j'en ai pas parlé. Ok, j'en ai pas parlé. Donc on n'est pas encore là. On n'a pas encore compris vraiment pourquoi il fallait rajouter quelque chose de KO dimension 6 et tout ça. On ne peut pas dire qu'on l'a compris. Hein, je veux dire. Mais on a les éléments. Tous les éléments sont là. L'algèbre est là, le M de 2H, tout ça, le J, tous les éléments sont là. Après, il faudrait être bien malin pour arriver à comprendre pourquoi ça devait être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'écrit Einstein? C'est toujours en allemand, malheureusement. Il semblerait que toutes les citations intéressantes sont en allemand. Bon, alors je l'ai traduit, je connais très mal l'allemand, mais avec Katia, on avait dû, à un moment donné, lire un tas de textes en allemand, donc j'arrive à comprendre un peu mieux maintenant. Que dit Einstein? Il dit quels sont les critères pour une bonne théorie unifiée. Donc vous voyez, il voulait faire une théorie unifiée. Il dit quels sont les bons critères pour une théorie unifiée. Donc il dit la chose suivante. Il dit que d'abord, cette théorie doit décrire autant que possible tous les phénomènes et leurs relations. Bon, d'accord. C'est certain. C'est un bon but de vouloir décrire. C'est déjà pas mal si on y arrive. Bon, d'accord. Deuxièmement, le faire sur la base d'un nombre minimal de concepts indépendants et de relations, axiomes entre eux. Et il dit, j'appelle ce but l'unification logique. Vous voyez, donc il dit qu'il faut absolument le faire, et il parle d'axiomes vraiment. Donc il a en tête le fait que la simplicité logique est extrêmement importante. Mais maintenant, il est beaucoup plus ambitieux que ça. Et il est beaucoup plus ambitieux que ça. Il dit, en fait, ce que nous voulons, en gros, bon, ce n'est pas de la bonne traduction, mais... Bon, d'accord, mais ce qu'il dit quand même, il dit « Wir wollen nicht ». Donc, il dit, si vous voulez, qu'on ne veut pas seulement savoir comment est la nature, comment elle fonctionne, mais poursuivre le but peut-être utopique et présomptueux de comprendre pourquoi la nature est ainsi et pas autrement.
Bon, enfin, tout le monde sait bien qu'il s'est collé à la tâche, etc. Mais bon, il avait uniquement le point de vue riemanien. Il était, je veux dire, il a essayé Kaluza-Klein, etc. Il avait comme outil le point de vue riemanien, et il n'avait pas le point de vue quantique. Il n'avait pas le point de vue quantique. Et la découverte magnifique de Dirac, avec les matrices de Clifford, avec l'équation de Dirac, etc., elle devrait nous dire quelque chose. Elle devrait nous dire que la nature, elle connaît ça. Les choses comme l'algèbre de Clifford et tout ça, elle connaît bien. Elle connaît bien. Elle sait qu'on est dans la bonne direction là. Donc, on n'y est pas. On n'y est pas pour une bonne raison, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a pas encore compris quels sont les petits raffinements, les petites choses qui se passent avec la graduation dans l'algèbre finie, etc. Parce que je vous rappelle que la graduation dans l'algèbre finie, elle faisait intervenir un élément de M2H. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'on y est, mais moi je dirais que c'est comme, vous voyez, on a un puzzle et on a les bons éléments du puzzle. Maintenant, bon, il faut surtout être patient, il ne faut surtout pas dire « Ah ouais, j'ai trouvé parce qu'on triche ». Si on triche, c'est catastrophique. Okay, mais en tout cas, à mon avis, on a les éléments du puzzle. On n'a pas mis les choses ensemble, mais on a les éléments du puzzle. Et en particulier, on a quelque chose par rapport à 4. Je vous rappelle que le 4, ici, dans cette théorie, il apparaît parce que n-2 plus n-2, c'est juste le cas limite par rapport à cette équation. C'est juste le cas limite. Si on était en dimension plus grande que 4, ça ne marcherait pas. OK. Donc, alors maintenant, le problème aussi par rapport à Einstein, c'est que même si Einstein était arrivé à son but, les physiciens actuels lui riraient au nez. Pourquoi lui riraient-ils au nez? Parce que pour les physiciens actuels, ce qui compte, c'est de quantifier la gravitation. Bon. Alors, quantifier la gravitation, il y a un problème avec le problème de quantification de la gravitation, c'est que la scène est occupée par des cliques. La première clique, c'est string theory. La deuxième clique, c'est loop quantum gravity. Et la troisième clique, c'est SUGRA. Ça s'appelle supergravité en dimension 8, etc. Donc si on lit les articles d'une clique, on ne comprend rien. D'accord? Donc heureusement, il existe un article que j'ai trouvé, que je vous recommande, par quelqu'un qui s'appelle Woodward, et qui décrit le problème de la gravitation quantique de manière extrêmement précise, sans faire partie d'une clique. Sans faire partie d'une clique. Ce qui est quand même extrêmement appréciable. Donc, quelle peut être l'utilité? Alors, je vais aller assez vite là-dessus parce que je voudrais terminer sur autre chose. Donc, l'utilité, ce serait précisément de montrer comment la géométrie peut émerger à partir du quantique et à partir de l'espace de Hilbert. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec Mukhanov et Shamseddine, ça montre qu'on va pouvoir reconstruire la variété. Il y a deux questions qui se posent. C'est pourquoi la variété est de dimension 4 alors qu'on a 8 variables puisqu'on a les composantes des deux y plus et y moins, et pourquoi le volume reste quantifié. Alors, la raison pour laquelle la dimension est 4, c'est des résultats très fins de Voiculescu qu'on peut utiliser sur le fait que comme les commutateurs sont bornés et que la croissance des valeurs propres de D est comme en dimension 4, on reste avec une dimension de Hausdorff qui est inférieure ou égale à 4. Pourquoi le volume est quantifié, c'est très très joli, parce que ça vient du fait que maintenant le gamma, on ne l'écrit pas comme juste comme ça, mais on l'écrit comme somme de deux termes. Maintenant, il est écrit, à cause du lemme, il est écrit comme somme de deux termes. Et chacun des termes est un indice, à normalisation près. Bon, la somme de deux entiers, c'est un entier, donc ça marche. Donc le volume reste quantifié. Bon, donc voilà où on en est. Alors, après, on a la quantification du volume, bien sûr. Hein. Et ça, c'est abstrait maintenant. C'est-à-dire que on n'est plus dans le cadre riemanien, on est dans le cadre opératoriel. C'est-à-dire on a pris des opérateurs qui vérifient certaines relations. On a pris les algèbres de Clifford et on a rajouté une variable discrète qui vérifie que y puissance 4 égale 1. Et à ce moment-là, tout en découle. Le continu sort du discret. D'accord ? Et ce qu'on espère, justement, c'est que ce soit le bon cadre pour développer la gravitation quantique. Alors, il y a une manière de le faire, que j'en avais parlé la dernière fois, c'est d'essayer de faire l'intégrale fonctionnelle, c'est-à-dire d'intégrer sur toutes les configurations possibles. Bon, et là, j'avais expliqué que on avait calculé le terme de bord avec Ali Shamseddine. Voilà, je voudrais terminer, ce ne serait pas long, sur une petite diversion après ce que j'ai raconté. La prochaine fois, donc, il y aura un changement de décor absolument total, puisqu'on parlera des topos. D'accord. Donc il y aura un changement de décor
totale. Il y aura plus de... Je parlerai quand même de transition à travers la physique. J'essaierai d'expliquer comment elle peut s'envisager. Mais je voudrais terminer sur, très brièvement, très brièvement, pour évoquer une variante, si vous voulez, des perturbations intérieures qui a occasionné énormément de calculs. C'est-à-dire que simplement la raison pour laquelle je veux évoquer ces résultats, c'est que je vois toujours l'intérêt d'une théorie par l'existence de calculs des fois extrêmement compliqués qui permettent de vérifier sa véracité. Et ici, je vais expliquer un résultat, qui est un résultat qu'on avait obtenu avec Henri Moscovici, et qui permet justement de vérifier la véracité de toute une théorie qui est de géométrie non commutative, qui est basée exactement sur les mêmes idées, c'est-à-dire le fait que la courbure est donnée par des propriétés spectrales, par le développement de la chaleur, etc., mais qui est vraiment dans le cadre non commutatif. Et je vais vous expliquer à un moment donné en quel sens cette théorie est vérifiée par la vérification d'une équation en différence finie qu'on avait dérivée avec Henri abstraitement et qui a été vérifiée par ordinateur, qu'on a vérifié ensuite et qui a la chance d'être vraie. Bon. Et un travail très récent, on a mis un article sur Archive avec Farzad Fatihzadeh au mois de novembre, on a étendu ce résultat en dimension 4. Donc je veux quand même en parler, je serai bref, et ça servira de transition. Donc on peut... Voilà. Donc si vous voulez, ce qui se produit, c'est que les perturbations intérieures dont j'ai parlé, on supposait que sigma de AIBJ est égal à 1. C'est ça qui nous donnait les formules avec les potentiels vecteurs, etc. Mais on peut faire des perturbations intérieures plus générales, et quand on fait une perturbation plus générale, il y en a une qui s'impose, c'est de remplacer D par ρ d ρ. Vous voyez, ça reviendrait à prendre un seul A et un seul B égaux à ρ. Mais bien sûr, on n'aurait pas que la somme des carrés vaut 1. Donc je prends ρ un opérateur positif, et je remplace l'opérateur de Dirac D par ρ d ρ. Bon. Alors ce remplacement-là de D par ρ d ρ, il se fait que dans le cadre riemannien ordinaire, c'est exactement le remplacement en changeant le facteur de Weyl. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que dans la théorie de l'intégrale fonctionnelle qui avait été développée par Hawking et Gibbons, il y avait un gros problème. Et ce gros problème, c'était que le terme de Weyl, dans l'intégrale fonctionnelle, il a le mauvais signe. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de faire une nouvelle rotation de Wick par rapport à ce terme de Weyl, ce qui est horrible. Or, ce que faisait précisément l'équation de Heisenberg, c'est de geler le terme de Weyl. Donc ça veut dire que c'est un très bon signe pour faire l'intégrale fonctionnelle correspondante. Alors, ce qui est remarquable, c'est que dans le cas riemannien, si vous prenez l'opérateur de Dirac et vous voulez obtenir le nouvel opérateur de Dirac qui correspond à un facteur de Weyl, à rajouter un facteur de Weyl dans la métrique sans changer la structure conforme, eh bien la transformation elle est extrêmement simple. C'est simplement ρ d ρ. Okay. Alors, il se fait que dans le cas non commutatif, ce changement de ρ d ρ, il correspond à quelque chose pour le tore non commutatif T2 θ. Donc si on prend le tore non commutatif de dimension 2, T2 θ, je vous explique en deux mots ce que c'est que ce tore non commutatif. Il est défini par, comme les séries trigonométriques, mais avec une relation de commutation entre les deux générateurs. Il est vraiment non commutatif. Bon, il apparaît dans 36 domaines. Et il a une structure différentielle qui est donnée par deux dérivations. Et il a une structure conforme qui est donnée lorsqu'on donne un paramètre conforme taux, etc. Donc, il a les mêmes propriétés que le tore ordinaire, sauf qu'il est beaucoup plus non commutatif. Et ce qui se produit, c'est que la non-commutativité de ce tore, elle induit quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le cadre commutatif ordinaire. Elle introduit ce qu'on appelle l'automorphisme modulaire. C'est-à-dire que, alors que l'état qu'on prend d'habitude, c'est une trace, lorsqu'on multiplie cet état par un facteur de Weyl, c'est-à-dire lorsqu'on change la forme volume par un facteur de Weyl, on obtient un état qui n'est plus une trace, mais qui vérifie ce qu'on appelle la condition KMS, c'est-à-dire qu'il y a un automorphisme modulaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous ne connaissez pas ce truc-là, j'aurai aucune chance de l'expliquer de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'on va avoir l'analogue du Laplacien, on va avoir l'analogue de l'opérateur de Dirac, et on va avoir l'analogue du Laplacien, et qu'on va pouvoir faire exactement comme on fait dans le cas classique, on va pouvoir faire le développement de la chaleur, et on va pouvoir calculer des invariants locaux de courbure à partir du développement de la chaleur. Bon.
Alors l'histoire de ce truc-là est assez amusante parce qu'on avait fait ça à la fin des années 80 avec Paula Cohen. Et on avait fait des calculs qui étaient vraiment, vraiment très, très longs. Puis on n'avait pas publié nos calculs parce qu'on n'avait pas, comment dire, on n'avait pas de résultats qui semblaient frappants. Et puis, très longtemps après, j'ai revu Paula Cohen, et à ce moment-là, j'avais l'impression que les résultats qu'on avait trouvés avec elle contredisaient un résultat d'invariance conforme que j'avais trouvé avec Shamseddine. Donc j'ai repris les résultats, et je croyais que ça contredisait vraiment ce résultat. Sauf que quand j'ai fait les calculs, j'ai démontré que le résultat donnait bien 0, c'est-à-dire donnait bien l'invariance de l'intégrale de Gauss-Bonnet. Donc à ce moment-là, on a écrit avec Paula Cohen, on a repris nos calculs et on a écrit un article sur le théorème de Gauss-Bonnet. Je vais vous donner la référence. Voilà, c'est celui-là. Sur le théorème, voilà, sur le théorème de Gauss-Bonnet pour le tore non commutatif. Donc on a démontré en fait que la formule de Gauss-Bonnet de la courbure de Gauss continuait à être vraie pour le tore non commutatif, même donc dans ce cadre-là. Et en fait, ce résultat a été étendu après, longtemps après, par Fathizadeh et Khalkhali au cas d'une structure conforme quelconque, alors que nous, on l'avait fait pour la structure conforme standard. Bon, donc on a, à travers ce résultat, si vous voulez, on avait démontré, on avait calculé des formules pour l'équation de la chaleur, on avait calculé des formules pour le terme, ce qu'on appelle le terme A2, qui correspond à la courbure de Gauss. Et donc avec Henri, on a repris ces formules avec Henri Moscovici. Et donc le théorème qu'on a démontré avec Henri, c'est un théorème qui donne les invariants locaux, et il les donne d'une manière qui normalement serait un Laplacien, mais là est la forme de Dirichlet, en fonction du terme H, qui est le terme H, c'est ce qu'on appelle le dilaton, c'est-à-dire on change la forme volume par exponentielle moins H. Alors, donc, ça c'est la formule pour le terme A2. C'est une formule qui est compliquée au sens où la formule ordinaire, on n'aurait pas du tout ces termes qui invoquent l'opérateur modulaire. Et là, ça implique la dérivation définie par la conjugaison par moins H, l'AD de moins H. Et ça l'implique de deux manières différentes. Ça l'implique lorsqu'on l'applique au Laplacien ordinaire de H, bon, qui est le Laplacien par rapport à la structure conforme. Et ça l'implique aussi en une fonction de deux variables sur la forme de Dirichlet. C'est-à-dire qu'ici, on a des dérivées secondes, ici, on a des carrés de dérivées premières qui interviennent. Et donc, on a, en fait, si vous voulez, on a déterminé deux fonctions, une fonction d'une variable qui s'appelle K0 et une fonction de deux variables qui s'appelle H0. Bon. Alors, on a calculé ces fonctions avec Henri. En fait, le calcul, il était déjà implicitement dans le travail avec Paula Cohen. Et on a trouvé pour la fonction K0 la fonction suivante, et pour la fonction H0, la fonction suivante dont j'ai tracé le graphe. Mais ce n'était pas ça qui était important, ce n'était pas ça qui permettait de vérifier la théorie. Parce que pour vérifier la théorie, si vous voulez, bon, si on avait trouvé une fonction différente, personne n'aurait vu que c'était une fonction différente. Non. Ce qu'on a fait avec Henri, c'est qu'on a démontré, a priori, qu'il y avait une relation fonctionnelle aux différences finies entre les fonctions K0 et H0. La fonction K0, en fait, c'est une fonction qui provient des nombres de Bernoulli. On va voir comment elle est exactement. Et on a démontré avec Henri qu'en fait, la fonction K0, elle déterminait la fonction H0 par une équation aux différences finies, qui est donnée ici. Voilà. Alors, les fonctions K0 et H0, elles avaient été calculées avec l'ordinateur. Elles utilisaient le calcul fonctionnel pseudo-différentiel que j'avais défini dans les années 80. Et elles avaient été calculées. Et la fonction K0, en fait, bon, ben, elle invoque les nombres de Bernoulli. Ce n'est pas très, très étonnant, parce que c'est une fonction de courbure, et si vous connaissez la théorie des classes caractéristiques de Hirzebruch, etc., vous savez bien que les classes caractéristiques, en général, elles utilisent les nombres de Bernoulli. Mais d'habitude, les classes caractéristiques, elles utilisent les nombres de Bernoulli de manière nilpotente. C'est-à-dire qu'on écrit des classes caractéristiques, il y a des fonctions génératrices, mais on n'utilise qu'une portion de la fonction génératrice, puisque les formes différentielles de degré trop élevé, elles sont nulles. Ici, non, on utilise la fonction complètement. Et en plus, on utilise des propriétés de positivité de ces fonctions. Alors, la manière dont on l'a démontré avec Henri, c'est qu'en fait, on calcule de deux manières différentes la dérivée du déterminant de Reyssinger. On a une formule pour le déterminant de Reyssinger,
Et ensuite, en calculant la dérivée, le gradient du déterminant de Reisinger de deux façons différentes, c'est comme ça qu'on obtient notre équation aux différences finies. Bon. Alors la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que ça suggère, vous allez voir, ça suggère en fait, grâce à un travail très très récent, un problème vraiment intéressant. Donc voilà les articles. Donc l'article avec Henry, il a été publié au Journal de l'American Society en 2014. Mais je veux parler simplement d'un... Est-ce que je l'ai mis? Oula, j'ai oublié la référence, non? Ah oui, voilà, non? Ah, mais je n'ai pas mis la référence à mon article avec Fathizadeh. Il a sauté, je ne sais pas pourquoi. Ah, attendez, à moins que ce soit après. Non. Je ne l'ai pas mis, non. Si, avant? Ça vient de passer? Non. Enfin, toujours est-il, il y a un mystérieux article, mais qui a été publié sur Archive. Et cet article, il est extrêmement effrayant parce que Fathizadeh est venu à l'IHES en 2013 et on a travaillé tous les deux pour calculer non pas le terme A2 de la formule asymptotique de la chaleur, calculer le terme A4. Le terme A4, il a paralysé l'ordinateur pendant je ne sais pas combien de semaines, parce que chacun des termes qu'on regardait, c'était une somme d'environ 100 000 termes, qui étaient calculés par l'ordinateur, etc. Bon. Farzad a imaginé l'analogue des équations aux différences finies qui devaient être vérifiées. Bon, il faut dire que l'équation aux différences finies qui devait être vérifiée, ici, on avait les fonctions, et moi j'ai attendu une semaine avant de demander à l'ordinateur si elle était vraie ou pas. C'est-à-dire, je n'osais pas demander si cette équation était vraie, parce que j'avais trop peur qu'il y ait une erreur quelque part. Et finalement, j'ai tenté le coup, et effectivement, l'ordinateur a dit que c'était correct. Bon, mais alors, pour le terme A4, ça devient phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, l'article qu'on a écrit, ce n'est pas un article qui donne les calculs, ce serait strictement impossible, c'est un article qui donne les résultats. Donc c'est un article qui ne fait que donner les formules, en gros, pour les fonctions comme celle-là. Mais maintenant, c'est des fonctions à 1, à 2, à 3 et à 4 variables. Et ces fonctions doivent vérifier une vingtaine d'équations aux différences finies. D'accord ? Et le miracle, c'est que Farzad a tellement bien compris le fonctionnement des ordinateurs, comment simplifier les choses, etc., qu'on a pu vérifier toutes ces équations. Bon. Alors maintenant, on se pose la question, et c'est là que le problème intéressant apparaît. On se pose la question, on se dit, bon, c'est bien gentil de calculer le terme A4 pour le tore à 2 dimensions. En fait, ce n'est pas vraiment la chose intéressante, puisque la chose intéressante, ça devrait être à 4 dimensions. Qu'est-ce qui se passe à 4 dimensions? Or, le fait d'avoir calculé le terme A4 dans le développement de la chaleur pour le tore à 2 dimensions permet de calculer le terme A4 pour le produit de 2 tores à 2 dimensions. D'accord? Bon, ça c'est évident, hein, je veux dire, c'est un petit calcul tout bête. Mais maintenant, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Donc, évidemment, on le calcule par une formule de type QNet, comme ça, d'accord? On calcule le terme A4. Et quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que, alors que le tore non commutatif, lorsqu'on change le terme de Weil, il a la même structure conforme que le tore T2. Ça ne change pas la structure conforme. On a simplement changé le facteur de Weil. Si vous calculez maintenant le produit de 2 tores non commutatifs, vous avez changé le facteur de Weil. Ça n'est plus un changement de Weil. Et ça se voit parce que vous pouvez calculer les composantes de la courbure de Weil pour le produit de 2 tores de dimension 2, et vous vous apercevez que si vous faites le produit de 2 tores de dimension 2 dans lequel le facteur de Weil a été changé, le résultat, c'est un tore de dimension 4, d'où la courbure de Weil n'est pas nulle, c'est-à-dire où il n'est plus équivalent au tore de départ. Alors qu'est-ce que ça suggère, ça? Ça suggère quelque chose qui est extraordinairement intéressant, qui est que, alors que pour ce qu'on appelle pour les perturbations intérieures dont j'ai parlé, etc., on avait un seul automorphisme modulaire qui provenait du modulaire de l'état. Quand on regarde le produit de 2 tores non commutatifs, on a 2 automorphismes modulaires. Parce qu'on a un automorphisme modulaire qui correspond à chacun des 2 tores. Et donc ça suggère que, comme on l'avait suggéré en fait il y a très longtemps, dans les années 80, il faut généraliser la théorie de Tomita pour la géométrie, au cas, pas seulement en considérant le déterminant du jacobien, mais en considérant tout le jacobien.
Alors en fait, ça, on l'avait fait pour les feuilletages avec Henri. Mais cet exemple-là du tore non commutatif, du produit de deux tores non commutatifs, ça suggère qu'il y a vraiment quelque chose à faire et où on a maintenant suffisamment d'ingrédients pour savoir que c'est intéressant. Voilà. Donc la partie analyse est terminée complètement. Il y aura un changement de décor absolument total, d'accord ? Et on va revenir comme transition au topos, on va revenir à la variabilité. Et je commencerai la prochaine fois par expliquer quelque chose d'intuitif sur les topos et la variabilité, et ça nous permettra de faire la transition en revenant à ce problème du continu et du discret, de la variabilité qui était essentielle pour parler des infiniment petits, etc. D'accord ? Donc voilà le plan. La prochaine fois, ce sera en salle 5, parce qu'il n'y a aucune autre salle qui est disponible. D'accord ? Donc, bon. Ok. Il n'y a strictement aucune salle qui soit disponible.